Bonjour, chers internautes, amis et frères, frères et sœurs. Je me nomme Moussa Ndiaye, étudiant en sciences politiques à l'Université virtuelle du Sénégal. Je fais cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler un peu de la situation politique de la sous-région, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Ouest, qui est trop préoccupante de par la multiplicité des coups d'État que nous voyons tout le temps et qui s'est perpétue dans la sous-région. Bien évidemment, on peut parler du cas du Mali, récemment avec la transition qui se passe avec le colonel Assimi Goïta, mais aussi la situation de la Guinée avec le colonel Mamadou Tebouya qui a renversé le régime d'Alpha Condé, mais aussi encore celui qui s'est passé récemment. On peut parler du cas du Burkina Faso, le président Roch Christian Kaboré, démis de ses fonctions par les militaires burkinabés, disant qu'il était trop faible dans son combat de lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, nous allons analyser de façon persuasive, de façon à faire une prospection sur ce qui se passe dans la sous-région. Parce que s'il y a ce qu'on appelle une multiplication des coups d'État en Afrique, et pas n'importe dans lequel de ces pays, pour parler un peu du cas aussi de Tchad, le Tchad qui a subi ce qu'on appelle une transition parce que le président, le maréchal tchadien Idriss Déby était mort au front et du coup son fils qui était le chef de l'armée Mohamedou Idriss Déby est devenu le président de la transition tchadien. Voilà, chers amis, la situation est trop préoccupante et trop inquiétante parce que si bien sûr les pays de la sous-région, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, se permettent de multiplier les coups d'État parce que s'il y a des causes qui leur permettent de faire ça. Et les principales causes, je dirais, c'est quoi? Ce sont des facteurs sociologiques, des facteurs politiques, des facteurs économiques, mais aussi des facteurs juridiques. Parce qu'on ne cesse de voir que nos dirigeants africains qui tentent à instrumentaliser, bien sûr, ce qu'on parle des constitutions de leurs pays respectifs. Et cette instrumentalisation des constitutions amène le peuple, bien sûr, à faire ce qu'on appelle une révolte populaire. Et dans les démocraties représentatives, on parle bien évidemment d'une chose, c'est que le peuple est souverain. Et l'expression de cette souveraineté populaire passe massivement par la révolte de la masse. Voilà, dans le cadre de ces révoltes populaires, nous allons expliquer un peu les circonstances qui amènent à ces révoltes populaires. Le peuple est souverain dans les pays démocratiques. Et cela entraîne bien sûr la massification dans leur tête s'il se passe quelque chose qui n'est pas juste et qui doit avoir le droit de dire non. Mais les présidents sont là à tripatouiller les constitutions comme le cas bien sûr de la Guinée avec les élections qui étaient les élections présidentielles passées dont Alpha Condé avait perdu même contre l'autre Cellou Diallo, mais qu'il a manipulé les élections jusqu'à ce qu'il soit réélu et que beaucoup de Guinéens ont perdu la vie à cause de cette réélection parce que l'armée, la police abattait les gens qui manifestaient. Et cette manifestation, ce regard que le pouvoir a sur son peuple, un regard négatif. Il ne traite plus des questions positives avec le peuple, mais plus des questions négatives. Mais il communique, il traite avec l'Occident plus que le peuple qui les a élus. Alors ce sentiment de rejet, ce sentiment d'extrémisme, ce sentiment de radicalisme pousse petit à petit à la population, à la jeunesse africaine, consciente de se révolter et de prendre leur sort en main et de lutter contre cette discrimination. C'est en quelque sorte ce genre de rejet qui a conduit au renversement du pouvoir au Mali avec le colonel Goïta sous le régime de Ibeka, que la terre lui soit légère, bien sûr. Alors, le colonel Goïta aujourd'hui est en train de faire un travail remarquable au Mali parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la stabilité, tout ce que le Mali avait besoin pour vivre. Non seulement le CEDEAO a fait un embargo commercial, mais ça n'a pas empêché au Mali d'avoir des partenaires pour parvenir à le souvenir du moins à leur besoin. Que ce soit
les approvisionnements, le Mali s'approvisionne par le biais des partenaires comme la Guinée, l'Algérie, le Qatar, la Russie et tout ça, les permettent aujourd'hui de soutenir, de comprendre cet embargo, mais de vivre avec sans problème. Alors ça, le plus grand prévent, je l'ai dit dans l'autre vidéo, que c'était le Sénégal qui, chaque année, avait des ressources pléthoriques qui lui venaient du Mali, 474 milliards par an, et que maintenant avec cet embargo, cette histoire, avec un pays frère, un pays limitrophe, un pays dans lequel les uns et les autres sont interconnectés entre le Sénégal et le Mali, mais on se trouve d'appliquer une décision injuste. Pourquoi? Pour la simple raison que le Mali doit organiser des élections. Mais je signale aussi que les élections ne s'organisent pas dans des situations d'instabilité. Le Mali est en guerre. Un pays qui est en guerre ne peut guère organiser des élections, sinon ce serait encore des troubles à l'ordre public. Donc le colonel Goïta a compris ça, du coup il a dit quoi? La transition va tenir jusqu'à ce que le Mali soit stable et afin d'organiser bien sûr des élections transparentes. Ça c'est une idée claire. Et les Maliens ne se sentent pas trahis, les Maliens se sentent plus rassurés sous le régime du colonel Goïta. Et ça, personne d'autre ne doit dicter au Mali ce que le Mali doit faire de son politique intérieure. Ça, c'est quelque chose qui est effectif. Récemment, j'ai entendu l'arrivée aussi des forces, bien sûr, des forces danois au Mali. Et ça, c'est injuste. Le Mali n'avait même pas demandé à ce qu'ils viennent. Ils avaient juste dit qu'il était bien sûr, en contact pour que cette armée vienne au Mali, certainement essayer de combattre le terrorisme. Mais on va comprendre que le plus grand manipulateur derrière tout ça, c'est la France qui est derrière et qui pointe le doigt aux Danois pour que l'armée puisse venir, bien sûr, au Mali. Mais les Maliens ont demandé le retrait immédiat de cette armée qui avait débarqué, bien sûr, au Mali. Et on parle tout le temps du cas du Mali, mais on oublie de parler, bien sûr, du cas du Tchad. On oublie que le Tchad, c'est presque un coup d'État parce que Mohamed Idriss Déby a dit quoi? Il a dit que je ne vis pas avec cette constitution, je vais dissoudre cette constitution et je vais assurer la transition. Et quoi, s'il voulait simplement faire la transition et aller, il va quoi faire? Il va faire ce qu'on appelle, il va continuer avec cette constitution en place, mais il a préféré dissoudre bien sûr cette constitution pour en créer une autre afin de pouvoir s'éterniser au pouvoir. Et on n'en parle pas, la France n'en parle pas, justement parce que ça, les gens, c'est leur pion qui est là-bas, c'est Mohamed Idriss Déby qui lui-même, sa situation est inquiétante. Alors, on vient me parler de la situation du Mali pour que le Mali organise bien sûr des élections. Mais c'est que tal, le Mali est un territoire souverain, est un territoire démocratique, et personne ne lui doit pointer le doigt pour qu'il fasse quoi que ce soit. Cette communauté internationale, dite la CEDEAO, est une communauté qui a perdu son objectivité. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Leur mission première, je dis bien, c'est la paix et la sécurité. Les accords de libre-échange et aussi de veiller à ce que la stabilité soit dans la sous-région. Et bien sûr, en termes économiques, booster l'économie des pays membres, des États membres, travailler pour l'émergence de l'Afrique, mais pas pour faire immerger l'Afrique encore de plus. Voilà. Chers amis, la vidéo est longue, mais on était obligé de parler de tout ça. Et la situation du Burkina aussi. Ce que nous en déduisons, c'est quoi? C'est que ces pays qui sont touchés par ces coups d'État sont tous des colonies françaises. Est-ce que ce n'est pas aussi un sentiment révolutionnaire anti-français qui se développe dans la tête de ces gens-là? Mais bien sûr, oui. Parce que la France, l'Afrique en a marre, surtout l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone en a marre de la France, de cette collaboration qui n'apporte guère de bénéfices. La politique du 50-50 appliquée par la Chine est même plus importante que celui de la France. Si ne serait-ce que le cas, bien sûr, entre les années de 2000 et 2013, la Chine, l'intégration de la Chine dans le marché mondial, en particulier dans le marché africain, a permis une ascension de 20 fois de plus. Les chiffres d'affaires sont multipliés par 20 en Afrique. C'est-à-dire que la Chine pèse un poids sur le marché africain et elle applique ce qu'on appelle la politique du 50-50. Et ne serait-ce qu'avec les Français,
depuis l'indépendance jusque-là, on n'a pas vu une hausse, une augmentation du PIB ou bien une augmentation du taux de revenu. Tout ce que le peuple sénégalais ou bien le peuple de la sous-région travaille revenait entre les mains bien sûr des Français. Ils y retournaient là-bas. Pourquoi? Parce que la France est la mère de ces pays. Par ces pions qui sont installés dans ces pays, la France parvient à tirer toutes les ressources de ces pays. Et le peuple africain en a marre. Nous en avons marre. La France doit dégager de l'Afrique. C'est ça, il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a qu'un seul moyen de faire émerger l'Afrique. La France dégage. On n'a pas besoin de vous dans notre cher continent. Les Africains peuvent le faire émerger. Ils le font bien, ils vont continuer à le faire. Et la révolution est en marche. Les mentalités ont changé. On n'est plus du temps de De Gaulle, maintenant on est du temps de quoi? De l'émergence de la pensée et l'éveil de la conscience en Afrique. La France dégage. Je parle bien à tous les chefs et les dirigeants du territoire africain. Que sachez que la mission est claire. Les Africains ne vous demandent pas beaucoup de choses, ils vous demandent juste d'être légitimes de votre pouvoir et de travailler, de penser à ceux qui vous ont élus et non pas d'être à la disposition des gens qui, selon leurs propres intérêts, vous contactent ou bien vous amènent à faire quoi que ce soit. Le monde serait bien si vous vous retrouvez, bien si vous vous souvenez avec vos engagements, vous vous souvenez de vos engagements. Parce que vos engagements, c'était de libérer, c'était de protéger, c'était de faire avancer, c'était de faire émerger de vos territoires respectifs. Alors, respectez ceci. Merci bien. À la prochaine, chers amis.